Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la dignité et des droits humains, de la citoyenneté et de la cohésion sociale. DDH TV est une initiative privée dédiée à la société civile africaine, aux institutions nationales et internationales qui ont fort ancrage avec les droits humains. Aujourd'hui, et c'est pas commun, nous allons parler d'environnement avec une personnalité de la société civile ivoirienne qui a longuement défendu les droits humains. Il nous parlera de la problématique de la déforestation, donc de l'environnement, avec un focus pour la Côte d'Ivoire sur la cacao-culture. Bonjour, Président Touré. Bonjour. Vous devrez dire bonjour, Président. Si vous dites Président, je dis camarade Latif parce que c'est un clin d'œil à notre passé de militant associatif pour les droits humains en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine. Merci encore, Président. Lors de cette émission ou de cet entretien, j'allais dire, nous allons parler de problématiques générales, du travail des enfants dans la cacao-culture, de l'égalité des genres et du soutien aux communautés agricoles, la transparence, la redevabilité ou disons la responsabilité, et nous terminerons bien entendu par les perspectives. Avant de poser ma première question, Président, je souhaiterais quand même que vous vous présentez à nos auditeurs. Qui êtes-vous, de façon brève? Merci, Monsieur Latif. Mon nom est Touré Amourlaï. Je suis un défenseur des droits de l'homme. Nous faisons partie maintenant des dinosaures, je dirais, puisque fin 99, année 2000, j'ai participé avec d'autres à la création de certaines organisations de la société civile, dont le Mouvement ivoirien des droits humains. Je suis également l'initiateur du regroupement des acteurs ivoiriens des droits humains en 2005. Après cet engagement national, j'ai travaillé dans une dizaine de pays africains sur les problématiques des droits, notamment les élections et la transparence dans les industries extractives, sur le retour au pays depuis un peu plus de 5 ans. Un riche palmarès, j'allais dire. Quels sont les principaux défis que vous observez dans la lutte contre l'exploitation dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment dans l'industrie du chocolat? Alors, il y a de nombreux défis dans les chaînes d'approvisionnement et nous avons un focus en tant qu'organisation de campagne avec Mighty Earth et d'autres regroupements comme Voice qui regroupe donc plusieurs organisations aussi bien en Afrique que dans le monde, et puis Be Slavery Free qui sont les organisations australiennes qui travaillent notamment sur l'évaluation annuelle du chocolat. Les défis sont nombreux, mais disons que pour faire court, on peut dire que ces défis se retrouvent dans les 7 critères d'évaluation qui sont couverts par l'évaluation annuelle du chocolat qu'on appelle Chocolate Scorecard en anglais et qui vient de sortir cette évaluation. Et ces 7 critères sont entre autres la transparence et la redevabilité, le travail des enfants, les revenus décents pour les planteurs. Cette année, il y a la dimension genre qui est particulièrement prise en compte avec également l'utilisation des pesticides, entre autres. Alors, parlant de la dimension genre, il y a souvent une polémique concernant ce concept. C'est quoi la dimension genre? Alors ici, c'est très clairement parce que nous avons constaté que dans la plupart des problématiques, il y a que la part des femmes n'est pas suffisamment couverte. Leurs besoins spécifiques ne sont pas couverts. Certes, le genre, c'est à la fois le masculin et le féminin, les hommes et les femmes, mais ici, c'est une discrimination positive qui vise donc à mettre les femmes, n'est-ce pas, dans la totalité de leurs droits, à tenir compte de leurs attentes, de leurs rêves et de leurs perspectives. Ok, alors on aurait compris, vous avez tout à l'heure décliné les principaux défis dans ce domaine. Pensez-vous que des initiatives comme le Chocolate Scorecard peuvent-elles réellement, j'allais dire, changer la perspective ou les pratiques des entreprises? Mais non, nous n'en doutons pas. Nous n'en doutons pas. Comme vous le savez, les grandes entreprises dans les chaînes d'approvisionnement sont les entités qui font le plus de bénéfices. Il n'est pas facile de faire pression sur ces entités qui sont très puissantes, qui ont de l'entre-gens et qui ont également beaucoup de capacités. Alors, l'évaluation annuelle du chocolat, depuis 6 ans, c'est la 6e édition cette année, essaie d'influer sur leurs pratiques, sur leurs politiques, de sorte que cette industrie, notamment du chocolat, soit un peu plus vertueuse. Nous pensons sérieusement qu'avec cette évaluation, dont les résultats sont publiés dans le monde entier, à des millions de personnes, peut influencer. D'autant plus qu'au fil des ans, l'évaluation annuelle du chocolat a progressivement impliqué non seulement les compagnies et les grands acheteurs, mais également des marques de supermarchés. Donc, avec de l'éducation, les populations aujourd'hui
sont en mesure de choisir quel chocolat elles achètent. Et si ce chocolat vient d'une chaîne qui est vertueuse, ou alors si ce chocolat est produit avec l'exploitation des planteurs qui sont les plus faibles de la chaîne, qui sont donc essentiels au début de la chaîne, mais qui profitent le moins de cette industrie qui pèse plus de 130 milliards de dollars par an. Vous employez des mots un peu savants. C'est quoi l'industrie vertueuse? Je dis le caractère vertueux, n'est-ce pas, d'une activité pour dire que c'est une activité qui fait attention à ceux qui l'animent. Une activité qui donne à ses principaux acteurs une répartition des bénéfices qui soit relativement équitable. Comme je l'ai dit à l'instant, le chocolat dans le monde, c'est plus de 130 milliards de dollars par an. Il y a seulement 5 à 6% selon les experts de ce montant qui revient aux pauvres planteurs des pays en développement. Parce que n'oublions pas que la Côte d'Ivoire et le Ghana sont les plus grands producteurs de cacao au monde. Le cacao qui est la matière première du chocolat. Et cette culture du cacao est essentiellement, je dirais presque exclusivement pour le Ghana et la Côte d'Ivoire, le fait de petits planteurs. Ce ne sont pas des grandes plantations industrielles comme on peut le voir pour d'autres cultures.